La SAQ fait pétiller la scène culturelle en remettant 100% des ventes des bistrots SAQ au festival. Ça veut dire qu'on ajoute à vos sorties culturelles, qu'on alimente de vos foires gourmandes et qu'on ajoute à vos concerts en plein air pour que vos plus grands rendez-vous passent à... La SAQ est fière de faire pétiller les arts et la culture d'ici. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Déjà 14h18, on attend encore Étienne côté Paluc, mais il doit arriver. Entre-temps, on a avec nous Gessler Jean-Gilles. Jean-Gilles Gessler, comment ça va mon cher? Alors, on regarde si ça va. Ça va bien, non? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Jean-Emmanuel Pierre, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien. Alors, messieurs, encore une fois, là, vous allez voir, je suis fou, moi. Fou lorsque... non, mais est-ce que ça va? Ça va, je vois Jean-Emmanuel, je ne vois pas Gessler. Il va falloir qu'on ajuste la chose un petit peu. Et fier de vivre dans cette époque-ci, de voir certaines choses qu'on ne pensait pas voir. Et ça, cette semaine, c'est la comparution historique de Donald Trump, qui a plaidé naturellement non coupable pour des accusations criminelles. Et ça, messieurs, moi, je veux tout de suite prendre une petite gageure. Tous ceux qui veulent prendre la petite gageure peuvent prendre un petit 2. Moi, j'offre un petit 2 à tous ceux qui veulent prendre. Donald Trump va trouver à qui parler et sera trouvé coupable, quant à moi, Donald Trump. Dans ces circonstances-là, messieurs, moi, je suis prêt à prendre une gageure contre Étienne côté Paluc qui vient d'arriver. Étienne, comment ça va, mon ami? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, Étienne. Redis-moi que ça va bien, Étienne. Que je ça va très bien. Ça va très bien. Ça okay. va très bien, ça va très bien. Alors, alors j'ai lancé la chose comme ça, là, pour dire que tous ceux qui veulent, parce qu'on a souvent tendance à analyser les frasques de Donald Trump qui s'en sortent toujours à bon compte ou au prix que ça coûte, n'est-ce pas, en me disant que vous allez voir, Donald Trump va vraiment réussir une autre fois, puisqu'il a connu 2 périodes d'impeachment et ça n'a pas marché. Ça va continuer de même. Moi, je dis que non, messieurs. Et ceux qui veulent prendre une gageure, allez-vous-en. Moi, 2 choses. La première chose, c'est que là, on a franchi une étape qu'on n'avait pas franchie la dernière fois. Pour 2 raisons. Donald Trump est directement visé alors que dans les premières accusations, il y avait toujours une porte de sortie. Même dans le cas de New York, par exemple, il y avait le fait que... il y avait aussi le fait que dans le cas de la situation à New York, il y avait des marges de
discussion des marges de protection pour Donald Trump, etc. Bon, alors. Et je crois que fondamentalement, alors je disais que il y a 3 éléments qui peuvent expliquer le fait que le dossier soit différent. D'abord, il y a, comme je l'ai souligné, le fait que Donald Trump, c'est la première fois là qu'il a été arrêté, qu'il a dû se présenter. Tu as quelque chose de différent. Et il est directement visé. Alors que dans les autres cas, par exemple, il y avait toujours cette porte de sortie, le fait qu'il ait utilisé, on l'avait accusé d'avoir utilisé les fonds électoraux, mais ce n'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre, c'était son chef de cabinet. Alors que là, non seulement il est directement visé, mais il est visé aussi par le fait qu'il ait refusé. On lui a demandé de rendre les documents. Il a refusé de rendre les documents. Et par la suite, il va en plus assumer le fait d'avoir pris ces documents et de les avoir gardés parce qu'il avait le droit de le faire. Donc ça veut dire que le personnage, c'est quelque part, c'est de l'auto-accusation. Il a fait en grande partie le travail du procureur général. Mais en dehors de toutes les considérations qu'on peut faire, ça c'est la justice. Est-ce que Donald Trump va avoir éventuellement un bracelet? Là, il a été libéré, parce que les gens doivent comprendre qu'une fois qu'il est entré au palais de justice, il a été arrêté, on lui a lu ses droits, il a été formellement accusé, etc., etc. Il est ressorti sur autorisation du juge, qui aurait pu aussi décider de l'envoyer en prison. Et là, le dossier va suivre son cours. Maintenant, il y a de fortes chances que Donald Trump soit reconnu coupable. Mais la seule chose, et c'est ça, je ne prendrai pas de gageure sur cet aspect-là, là où moi je suis toujours en porte-à-faux avec Jean-Ernest Pierre, c'est par rapport au Trumpisme. C'est par rapport aux partisans de Donald Trump. C'est l'aspect politique de la question. C'est par rapport, oui, c'est l'aspect politique. C'est le côté tordu de la politique américaine qui fait que Donald Trump pourra participer à la campagne électorale, même un bracelet à la cheville. Mais ça n'a rien à voir, Jean-Emmanuel. C'est pas ça l'histoire. Ah non. Pour moi, c'est ça le plus important. Bon, en tout cas, je vais laisser mes 2 autres amis intervenir sur le sujet à la base, au départ. Oui. Bon, je pense que le dossier est solide. Donc, il est plus solide que le premier, en tout cas. Plus solide Absolument. que le premier, parce que c'est 37 chefs d'accusation. Bon, je ne vois pas dans n'importe quel pays, n'importe quel citoyen qui se trouverait en face d'un cas comme ça, il s'en sortirait pas. Mais Donald Trump, on va laisser l'aspect politique de la question pour prendre sur le plan purement judiciaire. Là, il est pris vraiment tout ancien président qu'il soit. Donc, on ne voit pas comment ça va se passer pour lui, parce que ça sent un procès en bonne et due forme qui sera suivi naturellement d'une condamnation, et il sera vraisemblablement frappé d'une peine de prison et d'inéligibilité aussi. Donc là, c'est l'aspect purement judiciaire. Ça veut pas dire qu'il va faire de la prison, hein. C'est pas inévitable. Il peut être accusé, il peut être reconnu coupable et ne pas faire de prison. Juste spécifier, ça pourrait... Non, dans des cas comme ceux-là, je sais pas c'est quoi les règles exactes, là, mais c'est sûr qu'il y a des ententes possibles, et c'est quand même un fait inédit aux États-Unis qu'un ancien président soit accusé, et l'enjeu va être qui va gagner les prochaines élections véritablement, parce que l'enjeu est autour du pardon. Il se déplace de plus en plus autour du pardon qui s'en vient. Est-ce que le prochain président, s'il est républicain, va-t-il le pardonner? Et même s'il est démocrate, ça pourrait être aussi une manière d'apaiser les tensions politiques et de paraître en bon samaritain et de dire « Ah, OK, on va l'empêcher de faire de la prison pour pas que ça aille jusque-là et que ça ait l'air trop politique. » Et on va... Il y a une condamnation à une peine de prison qui peut être purgée dans la communauté, mais c'est une peine de prison quand même. Ah, okay. Non, excuse-moi, je voulais continuer. C'est parce que
le dossier est tellement épais. Donc là, quand il s'agit de la sécurité nationale des États-Unis, que tu sois ancien président ou président en exercice, c'est gros et que vous avez toute l'administration publique, toutes les institutions du pays vont se retrouver comme quoi avec une vision commune face à un imposteur, quelqu'un qui a osé défier l'autorité. Ça, c'est l'aspect purement judiciaire. Ça, c'est sûr que, contrairement à Étienne, j'ai pas vu que je salue parce que je l'entends souvent sur Radio-Canada. Mais contrairement à ce que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui pend sur la tête de Donald Trump, une condamnation en bonne et due forme. Probablement, donc, le système américain fait en sorte, c'est une sorte de république des magistrats, des avocats, donc ils vont... Et il y a de gros sous là-dedans. C'est sûr que les avocats de la défense vont étirer l'affaire jusqu'au déclenchement des élections, mais de la campagne républicaine pour permettre à Donald Trump de garder la tête hors de l'eau parce qu'on sait, le côté politique de la question, c'est que Donald Trump, à l'heure qu'il est l'homme probablement le plus fort au sein du Parti républicain. À lui seul, il rassemble autour de lui 30% des électeurs. Ce sont des gens sans foi ni loi, qui n'entendent rien, qui sont derrière Donald Trump et qui sont convaincus que leur poulain fait face à une cabale, à un complot de l'État, du Parti démocrate et de Joe Biden en particulier. Mais ça va au-delà, messieurs, des fous républicains, des fous Trump, n'est-ce pas? Puisque même la presse est polarisée également de la même manière. Exemple, le soir où il a plaidé non coupable, a fait cette première comparution au tribunal de Miami, Fox News a traité Joe Biden comme un dictateur en herbe, n'est-ce pas? À savoir qu'il fait arrêter un opposant politique comme si on était dans une république de bananes, pendant que cet opposant politique doit faire face à la justice. Lui, il fait un discours pour recevoir ils appellent ça des je me souviens plus, mais pour parler de ces esclaves qui ont obtenu aux États-Unis leur liberté, n'est-ce pas, finale. Un Juneteenth, n'est-ce pas? Alors, hein, dans le sens que le président américain serait un dictateur en herbe. Ça ne se dit pas. Dans le sens, oui, on peut être pro-Donald Trump, mais il y a une évidence à l'effet que ce monsieur-là a retenu des documents qui devraient être en possession de l'État. Et ce monsieur-là, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas, bien qu'on dise que non, mais nul il a n'est refusé. censé ignorer la loi. Il a refusé. Il a émis, lorsqu'on lui a demandé, il a émis quelques documents en gardant la majorité et l'État a dû prendre des mesures pour aller fouiller. Donc, comment une presse indépendante, une presse, même si on veut faire la guerre des codes d'écoute, messieurs, on peut avancer que l'autre républicain ou Joe Biden, n'est-ce pas, démocrate, est un dictateur en herbe. Il y a un problème. Non, je voulais ajouter quelque chose, c'est que... ça va? Oui, ça va. Bon, il faut dire que la position de Fox News, et puis ou les médias républicains, donc ils tirent profit de cette situation parce que c'est une société polarisée avec divisée à 50%. Tu vas voir là où les médias républicains vont diffuser sa consultation avec ses partisans tout de suite au sortir du tribunal. Mais les médias dits proches des démocrates, ils n'en ont pas parlé. Donc, c'est-à-dire que c'est la bataille qui commence tout de suite, là. Mieux encore, cher ami, c'est que tu as Fox News, n'oublions pas, qui a payé le fort prix il n'y a pas longtemps dans la propagande, dans les accusations par rapport à l'assaut du Capitole. Fox News a non seulement payé le prix
d'une crédibilité, entre guillemets, qui était déjà questionnable, mais a dû, quelque part, reconnaître son tort, sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Oui, c'est-à-dire Ne veulent jamais reconnaître. On paye pour arrêter le procès, mais sans reconnaître. Mais on va le prendre comme étant un aveu. Toi et moi. Ok. Toi et moi, Bon. mais ce n'est pas dans l'accord. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut recommencer à envoyer de la viande rouge aux partisans. Et Fox News, c'est le meilleur véhicule. Ça va lui permettre à la fois de renflouer ses caisses par rapport à ce qu'il a dû payer comme règlement. Et puis, la deuxième chose, c'est se rétablir, parce qu'il y a beaucoup de partisans de Donald Trump qui avaient mal pris le fait que Fox News ait accepté de faire un règlement qui, pour eux aussi, était comme un aveu par rapport. Ils espéraient que Fox News allait tenir son bout jusqu'à ce qu'on prenne les grandes décisions de justice par rapport à Fox News. Alors, on parle sérieusement, là, il y a peut-être un diplômé ou deux diplômés en journalisme parmi nous, mais nous faisons ce métier-là depuis plusieurs années. C'est un métier de beaucoup de bon sens. L'éthique, oui, on peut apprendre ça à l'école, mais c'est quasiment, je ne dirais pas c'est inné, hein? Il faut l'apprendre, mais c'est de bon sens, n'est-ce pas? Qu'on puisse analyser de cette manière-là lorsqu'on vit les faits, pour des codes d'écoute, aller chercher, on sait que c'est, en québécois, on dit que c'est une business, hein, les médias, c'est une business, on s'entend. Mais on peut pousser, mais essayer de pousser égal en même temps. Parce que ça là, ça n'a pas de bon sens. Il y a des gens quand même crédibles et sérieux qui voient ce que Donald Trump a fait. Même si on aime Donald Trump, on ne peut pas aimer ou adhérer à ce que Donald Trump a fait. Hein? Mais adhérer, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a une distance qui a quand même été prise de plus en plus de certains médias par rapport à Trump, même si des fois on peut être critique, comme CNN avait organisé il y a 2 semaines un town hall, mais généralement, je pense que par rapport à la première fois où il était au pouvoir, où il a essayé, la première campagne avant de prendre le pouvoir, là, il y avait vraiment un aspect brillant autour de Donald Trump. À chaque fois qu'il parlait de nouveautés également. Il fallait que tout le monde soit en direct, sinon l'autre chaîne était pour être là. Il y avait vraiment la cote d'écoute, la course à la cote d'écoute. On voit aujourd'hui que même CNN a de la misère à tirer son épingle du jeu. MSNBC est rendu plus haut en cote d'écoute. Donc, c'est inquiétant pour eux, pour cette espèce de mitoyen qu'on se croyait. C'est peut-être une licorne, je sais pas. Est-ce que ça existe, le journalisme complètement indépendant? C'est l'éternelle question du métier. Mais tu sais, en tout cas, il y a des réalisations qui se sont faites. Il y a des minimums. Il faut accepter certaines vérités pour faire ce métier-là. Et dans certains cas, je pense que aussi les journalistes sont humains et se laissent emporter par des mouvements de groupes ou sociaux où tout le monde finit par être intéressé par quelque chose de nouveau et de shiny. Un peu... Mais Étienne, faut dire les choses. Là, ça, c'est vraiment le pouvoir de l'argent. Parce que sinon, il faut dire que c'est une société dénudée de bon sens total, n'est-ce pas? Parce que, oui, à un moment donné, il faut savoir trancher noir, blanc. Et dans ce cas-ci, loin, ça c'est clair. Dans ce cas-ci, Donald Trump est allé vraiment trop, c'est comme pas assez. Alors, messieurs. Mais c'est parce que, regardez la division au sein de la société américaine qui pousse les médias de part et d'autre à prendre leur position. Mais le rôle des médias dans tout ça, dans une société, c'est quand même de donner une certaine direction. L'actualité de l'opinion, le problème, c'est pas ça. Parce que quand on est journaliste là, la rédaction doit être au-dessus un petit peu de tout. Par contre, les émissions d'affaires publiques peuvent être tranchées. Mais c'est parce qu'on voit, regarde, même, une petite parenthèse sur la vitre fermée, c'est pour la guerre en Ukraine. Tu vois, tout le monde est pris dans le panneau. On est pour ou contre. Donc, c'est-à-dire que pas de place au débat vraiment politique.
Alors, Le messieurs, COVID-19, c'était la même chose. Messieurs, on va faire la pause commerciale et puis après, on vient avec un dossier du Canada à la Cour suprême qui maintient l'entente sur les tiers pays sûrs. Pour moi, c'est un recul, mais que voulez-vous, on va regarder tout ça dans un instant. Bonjour, c'est Bito Vaoba sur cpamradiounion.com. Radiounion.com, c'est PAM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Good. Yep. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec Étienne Côté-Paluc, Gessler Jean-Gilles et Jean-Emmanuel Pierre et moi-même, naturellement. Et là, messieurs, on aborde le sujet de la Cour suprême qui a validé cette entente de tiers pays sûrs et ça veut dire que l'entente signée en 2002, je crois, avec les États-Unis, c'est une entente encore valide qui fait en sorte que lorsqu'on intercepte quelqu'un ici au Canada, on s'informe que la personne est passée par les États-Unis et vice-versa, n'est-ce pas? Et si la personne n'a pas fait sa demande aux États-Unis, ben cette personne est retournée automatiquement aux États-Unis, malgré les risques que ce demandeur puisse être emprisonné et tout ça. Donc, avec la possibilité qu'on retourne le personnage dans son pays d'origine et tout ça. Donc, c'est la Cour suprême qui vient de reconnaître que ce n'est pas anticonstitutionnel l'entente sur les tiers pays sûrs. C'est intéressant de comparer avec l'Europe qui a vraiment une politique très différente par rapport à l'Amérique du Nord. En Europe, justement, on essaie de répartir les migrants qui arrivent en mer Méditerranée. On essaie de réfléchir à comment l'Europe au complet est responsable de ces migrants, alors qu'ici, on renvoie toute la responsabilité directement aux Américains, à la frontière sud. C'est tout là que ça se passe. Et évidemment, parce que ici, on n'a à peu près aucune chance, par bateau à tout le moins, d'avoir des migrants qui viennent autrement que par les États-Unis. Donc, c'est vraiment une manière, c'est une manière très, très différente, disons, pour rester poli, de voir la migration irrégulière. Mm-hmm. Oui. Moi, je pense que la Cour suprême du Canada, en prenant cette décision, est restée dans son travail, c'est-à-dire que regarder le caractère constitutionnel ou non d'une loi, mais ce faisant, elle a brimé les droits de ces personnes sans ressources qui ont tout fait pour être au Canada, parce qu'en sachant que c'est le pays où ils peuvent avoir un mieux-être. Mais retourner ces pauvres gens aux États-Unis, quand on sait ce qui les attend aux États-Unis, on sait que les Américains ils ne prennent pas de gants pour repousser, retourner les gens chez eux, que ce soit les Haïtiens, les Centra-Américains ou n'importe où, d'où ils viennent. Les Américains, ils n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont pas d'émotion. Donc nous, on aurait souhaité que le Canada, qui a une certaine réputation
dans le monde à ce sujet-là devrait quand même se montrer plus humain. Mais bon, la Cour suprême, comme on dit, c'est comme une machine qui est là pour faire... Non, mais la Cour pour suprême... invalider ou bien valider une loi. Donc, moi, je pense que c'est une mauvaise décision. Alors, la Cour suprême base sa décision sur les lois. Et on parle de lois qui regardent les droits des individus, le droit à la vie. Exemple, si on retourne l'individu, est-ce que sa vie sera menacée aux États-Unis? La réponse est non, n'est-ce pas? Est-ce que cette personne va être emprisonnée? La Cour suprême dit oui, la personne peut être emprisonnée, mais il y a des procédures pour obtenir la libération. Donc, on a analysé le droit canadien par rapport à ce qui se fait aux États-Unis et on arrive à la conclusion, à l'effet que non, les droits de ces individus-là sont respectés même en regardant le principe de tiers pays sûr, là. Et cette entente reste valide parce que ça ne brime pas les droits du Canada, les droits, oui. Mais je pense que ça rappelle plutôt l'absence de programme pour les demandeurs d'asile au Canada en ce moment, à l'extérieur des gens qui sont déjà au pays. Donc, on avait promis 15 000 personnes. On ne sait toujours pas où est ce programme pour le reste de l'année. Donc, on attend toujours des nouvelles, comment ça va se faire, comment ils vont pouvoir appliquer, alors que le programme Biden fonctionne à plein régime. Le programme Biden, pardon, le programme Humanitarian Parole implémenté sur le plan plus connu en Haïti, en tout cas, je sais pas, mais les Haïtiens sous le nom plan Biden. En tout cas, il est là depuis janvier. Maintenant, il y a des nouveaux mots dans le vocabulaire. On parle de fil pour quelqu'un. Donc, oui, donc, est-ce que quelqu'un a fil pour toi? C'est ce qu'on dit en créole. Oui, à appliquer. Il y a vraiment tout un phénomène qui est une nouvelle approche des Américains depuis janvier par rapport à ça, qui est critiquable à certains égards et peut-être moins à d'autres, mais en tout cas qui est là. Et en ce moment, au Canada, il n'y a rien. Ah bon, voilà. Donc, au moins, les États-Unis ont un programme qui est fonctionnel et qui semble donner des résultats pour décourager les demandeurs à aller frapper directement à la frontière, n'est-ce pas? Ça, mais le Canada... Et ça semble fonctionner en plus. Ça semble fonctionner, surtout pour les Haïtiens. Hein? Ouais. Il y en a qui laissent et qui obtiennent des visas et le temps de le dire. Moi, j'ai toujours un problème avec le Canada et cette décision qui est une décision de justice. Ici, à la limite, j'ai même pas envie de la commenter. C'est se référer sur ce qui avait déjà été fait et comparer entre la décision prise par le Canada et les États-Unis par rapport au tiers pays, patati et patata. Moi, c'est quelle politique canadienne par rapport à l'immigration. Et cette politique canadienne par rapport à l'immigration va souvent reflète des attitudes politiques, des choix politiques qui me dérangent considérablement. C'est-à-dire, je vais revenir à ce que j'ai toujours dit par rapport au débat sur l'immigration, sur le fait que on décide dans certains cas d'aller même au-delà de la loi, d'activer ou de sauter des passerelles quand on a envie que certaines communautés, quand on veut ouvrir la porte à certaines communautés. Et quand on veut fermer la porte à d'autres communautés, on va piétiner des lois. On va risquer d'aller au tribunal sur certaines violations. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça me ramène toujours à un choix idéologique sur la question de l'immigration. Et dans ce cas-ci, comme Étienne vient de le souligner, les Américains, malheureusement, font des points considérables sur le Canada. Dans le contexte actuel, je crois que pour gérer la question frontalière, les Américains ont trouvé
et on sait très bien, on n'est pas des enfants de cœur, on sait très bien pourquoi ils le Ils ont font. C'est refilé la justement... patate chaude au Canada. Absolument. Oui. Maintenant, qu'est-ce que le Canada a comme plan par rapport à cette nouvelle stratégie américaine? Rien, parce que le Canada marche toujours dans les pas des Américains. Mais il y a un problème aussi, c'est parce que cette décision de la Cour suprême, c'est pas faite comme ça, là. Ça vient pas du ciel. Parce que nous sommes dans une société où on sent une crispation d'une partie de l'opinion publique canadienne par rapport même à l'immigration, à la politique migratoire du Canada, les réfugiés. Donc, une partie de la droite identitaire canadienne aussi qui poussait pour que Trudeau revoie sa copie avec le gouvernement fédéral, avec le gouvernement américain, pour pouvoir retourner comme ils veulent les réfugiés qui passaient par la frontière terrestre. Bon, c'est la seule. Aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que même au Québec, on sentait que ça montait, ça bouillait, cette crispation. On sentait que les gens pensaient même, à tort, à raison, que c'était une politique qui était prise uniquement pour noyer la population canadienne française. Et puis, en partie, le chemin Roxham, ça a servi à la CAQ pour se faire élire parce qu'ils se sont servis c'était une des raisons, thèmes de campagne des thèmes de la CAQ, sinon le thème principal, en tout cas en pleine campagne, et des nouvelles comme le chemin Roxham et les gens qui passent régulièrement qui viennent s'ajouter à ça, ça leur ajoute pour eux, en tout cas dans leur tête, des arguments, et là, bon, en tout cas, ça a servi à ça, mais elle est où la politique, je reviens à mon point, elle est où la politique canadienne pour les demandeurs d'asile, elle est où pour aider ces gens-là, avoir un petit souffle. Les Américains ont ciblé 4 pays, ça sera quoi les pays que va cibler le Canada? Comment le processus va se faire? Il y a des gens en Haïti, entre autres, qui attendent ça, qui seraient éligibles, mais qui ne peuvent pas demander, qui ne peuvent pas déposer parce que depuis qu'on ne peut plus passer par la frontière, c'est pratiquement impossible de faire ce type de demande-là. Et l'idée, je reviens sur le plan américain, l'idée de parrainer des gens est quand même assez ingénieuse, je trouve, bien que c'est sûr que tout ce programme-là est aussi une manière de faire de l'argent pour le gouvernement américain. On s'entend qu'ils vont avoir de l'argent des impôts, et il y a plein de frais pour le permis de travail et autres qui s'ajoutent pour ce genre de programme-là. Et les billets d'avion aussi. Sans parler des billets d'avion qui s'ajoutent à l'économie, mais l'idée de parrainer, de faire des gens qui sont déjà résidents, qui sont déjà citoyens, qui soient garants des nouveaux arrivants, et que ce ne soit pas limité seulement qu'à la famille immédiate. C'est-à-dire que, ah oui, on peut inviter notre enfant, mais dès que c'est l'oncle ou la tante ou quoi que ce soit, on ne peut plus les inviter facilement en Haïti. C'est rendu extrêmement compliqué, même pour visiter. Puis là, je sors des demandes d'asile, mais simplement pour visiter le Canada, je connais beaucoup d'Haïtiens qui auraient les moyens de visiter le Canada, mais qui ne viennent plus parce que c'est tellement compliqué et dispendieux et incertain. Je vous apprends peut-être quelque chose d'encore plus grave, Étienne. C'est des gens qui veulent rentrer pour une urgence qu'on considère comme urgence, exemple, mariage d'un membre de la famille. Non, ce n'est pas une urgence. Alors, pire encore, c'est pour des funérailles. Moi, j'ai vécu ça comme avocat. J'ai essayé d'obtenir un visa pour un membre de la famille qui avait un jeune de 18 ans. Jean-Emmanuel sait de quoi je parle. 18 ans qui est décédé. Et la mère était en Haïti et le gars vivait avec son père ici. Donc, on a fait la demande de visa. Non, c'était un non ferme parce que à partir du moment où la personne est déjà décédée, ce n'est plus une urgence. Alors, je vous dis que quand on dit, moi, je ne partage pas toujours ce que vous avez dit par rapport à la justice, la décision de la Cour suprême qui se sert, parce qu'on sait que l'immigration, c'est une affaire de droit, c'est une affaire de loi, n'est-ce pas? Et ça serait mal vu si le Canada ne respectait pas les conventions, la Convention de Genève, et ne permettait pas de donner asile à des personnes qui sont dans le besoin. Mais, messieurs, on peut regarder ce qui se fait ailleurs aussi, à travers le monde, en Europe en particulier. C'est vraiment encore plus triste ce qui se fait
en Europe avec des gens qui sont morts tous les jours. Et tout à l'heure, on a effleuré un peu le sujet. Je me rappelle pour les Syriens, c'est un petit Syrien qui est mort sur les plages et qui, dont l'image a fait le tour du monde, qui a suscité un engouement vraiment tellement d'empathie et de sympathie envers. Et on a vu les Syriens nous arriver à tour de bras et vraiment on a dit vive les Syriens. Mais maintenant, il y a une petite jeune fille, mais elle est de la mauvaise couleur, qui est morte sur une plage aussi en tentant avec ses parents, et puis ça n'émeut plus personne. Moi, je pense que il faut pas quand même le gouvernement du Canada en tant que non, pays mais tu comprends? le droit de savoir qui rentre chez lui, etc. C'est pas, moi, je suis pas contre que une politique. Non, mais l'immigration ne devrait pas avoir une couleur. C'est ce qu'on ne dit pas. L'immigration a une couleur. Moi, je suis dans une autre registre. C'est que le Canada succombe, aussi comme la plupart des pays en Europe, à cette vague anti-immigration qui écrase l'Europe et même. Donc, moi, je m'attendais à ce que le Canada, qui a une certaine réputation dans le monde, c'est-à-dire que on va se demander pourquoi maintenant le Canada ne peut plus siéger au Conseil de sécurité. Hein? On va se demander parce que le Canada a perdu de son influence qu'il avait acquis depuis plus d'une cinquantaine d'années. Maintenant, partout, on sent un raidissement des positions par rapport à l'immigration, même des gens qui sont facilement intégrables au Canada. Donc, cette situation-là, moi, je pense qu'il faut que, comme a dit Étienne Côté-Palais, que le Canada définisse une stratégie ou bien un plan, parce qu'on ne peut pas se passer d'immigration. À l'heure actuelle, 9 millions de kilomètres carrés, on vient d'atteindre à peu près les 40 millions, c'est-à-dire c'est un pays sous-peuplé. Et de toute façon, les entreprises canadiennes sont tellement grosses, sont tellement puissantes, ils ne peuvent plus produire pour les seuls Canadiens de l'intérieur. En tout cas... Donc tout ça fait, il faut envoyer un message au monde entier que le Canada est resté fidèle à sa réputation. On ne rentre pas au Canada comme dans un moulin, il y a des lois, mais quand même, il faut un peu d'humanité. Mais au Québec encore, parce que le commissaire à la langue française vient de sortir son rapport, son tout premier rapport, et qui conclut que les gens venus des pays de tradition française, c'est-à-dire la France, le Maroc, l'Algérie et Haïti, fonctionnent dans la sphère publique en français comme les Québécois. Alors là, quand M. Legault nous dit les Haïtiens ne sont pas des francophones, je dis toujours, nous ne sommes pas des francophones, au moins nous sommes des francophiles et nous apprenons vite. Hein? Mais sauf que le réflexe n'est pas en premier d'aller vers Haïti lorsqu'on pense à aller chercher des immigrants. Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est la même raison pour la. C'est la même raison qui, dans les années 1950, que le Québec accueillait presque l'ensemble des professionnels, socioprofessionnels qui arrivaient, parce que le niveau de l'éducation correspondait à ce qu'on attendait au Québec. Mais il faut dire que de 1986 à nos jours, l'école haïtienne s'est effondrée. Donc, c'est-à-dire mais c'est pas. On change des gens. Non, c'est pas à cause de ça. Au contraire, un peu. Non. Une des choses qu'on reproche au Canada et au Québec, parce que la grosse vague de la migration haïtienne arrive au Québec, une des choses qu'on reproche, c'est que justement, on est en train de vider le pays de sa substance. De sa substance. C'est-à-dire, non, la qualité que tu as. Non, ils sont pas en train de. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas. C'est par rapport. Avec Biden, avec le programme de absolument, beaucoup de docteurs, de journalistes. La situation même au Brésil, même des policiers. C'est à croire absolument. Au Brésil, c'est la même chose. Ils ont ouvert un bureau spécial pour les policiers pour qu'ils puissent refaire leur passeport. Et je ne suis pas sûr qu'on a besoin d'eux pour aller faire des services de police aux États-Unis. La sécurité, les services de sécurité. Le Brésil a ouvert ses frontières, ça a été la même chose. Le Chili, ça a été la même chose. Et c'est dans le contexte de difficultés qu'on connaît, etc.,
Ça fait au moins pour la deuxième année que le Brésil, le Chili, les pays d'Amérique latine sont des pourvoyeurs de fonds plus importants de la diaspora par rapport à Haïti. Alors, Mais messieurs, ça- vous mais- prenez un détour pour parler d'Haïti alors qu'on a réservé 1 heure pour Oui, Haïti. non, moi je reviens 1 heure. sur ce que je disais à notre ami tout à l'heure, Gessler, sur le fait que quelles que soient les raisons qui peuvent être évoquées, et cette entrevue est révélatrice de quelque chose de complètement tordu où on veut faire croire que les Haïtiens qui arrivent ne peuvent pas fonctionner dans le système. Et le commissaire à la langue française a donné cette entrevue qui est pour moi très, très révélatrice d'une autre réalité. Parce que quand il y avait la Covid, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'est rendu compte l'immense implication de la communauté haïtienne, l'immense implication de ceux qui arrivent même de la frontière Non, moi ce que je voulais dire, je reviens de et qui arrivent à m'expliquer fonctionner dans le système, un petit peu, qui se parce font que, comprendre et qui donnent du service. Regarde, Jean-Pierre qui est ici au moins depuis une quarantaine d'années, et ceux qui sont là bien avant, quand ils sont arrivés, ils sont entrés dans le système comme un couteau chaud dans du beurre, tu vois. C'est-à-dire que à l'époque, l'école haïtienne pouvait rivaliser avec l'école québécoise, française, ouais, mais il faut dire, ça c'est pas les étrangers qu'il faut blâmer, c'est le système qui s'est effondré en 86 et que c'est le chaos qui a remplacé la dictature, qui fait que Étienne Côté-Palu, qui vit là-bas, il sait ce que ça veut dire, le chaos. Hein. Donc, quand on vit dans un pays comme ça, tout ne fonctionne pas comme il se doit. L'école ne fonctionne pas. Les Dans la institutions ne tête, fonctionnent pas. Messieurs, Donc, on doit qu'est-ce que faire tu la fais avec ce pause. pays? On doit faire la pause. On revient pour la suite. Ça sera 1 heure sur Haïti. On s'entend? oui. Bon, alors, Bois-Calamment? Bois-Calais. Tu préfères Bois-Calément ou Bois-Calamment? Ni un ni l'autre, moi, Bois-Calais tout court. D'accord, on fait la pause, mesdames, messieurs. Je rappelle que nous sommes avec Étienne Côté-Paluc, Gessler Jean-Gilles, Jean-Emmanuel Pierre et moi-même, Jean-Ernest Pierre. On fait la pause, on revient pour la suite dans un instant.